nouvelle édition de Veille juridique, présentation de l'actualité sociale, dont vous êtes désormais assez coutumières et coutumiers. Nous allons patienter encore quelques petites minutes pour permettre à celles et ceux qui sont en train de tenter de se connecter à cette présentation, de le faire dans les meilleures conditions. Je vais donc vous demander de bien vouloir patienter avant que nous puissions tous débuter ensemble cette nouvelle édition de Veille juridique, à laquelle nous vous souhaitons bien évidemment toujours la bienvenue et que nous sommes heureux de partager avec vous. Voilà, les choses se font progressivement. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés à l'instant. Laissons le temps, comme je le disais, à ceux qui procèdent à leurs opérations de connexion de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et nous pourrons partager quelques informations dont nous disposons pendant l'heure ou l'heure et quart, qui nous permet bien évidemment de regarder cette actu sociale d'un autre œil, avec toutes les incidences que ça peut avoir dans votre gestion quotidienne, administrative et paye. Voilà, bienvenue encore une fois à toutes celles et ceux qui nous rejoignent petit à petit. Encore 2 petites minutes. Je comprends que lorsque les choses se font en nombre, bien évidemment, il y a quelques temps d'attente. Bienvenue à nouveau à celles et ceux qui se sont connectés. Je vois que le nombre de participants avance. Cela va permettre bien évidemment de donner au plus grand nombre ces dernières informations-là et de pouvoir, pour vous, comme nous le faisons à chaque édition, de poser vos questions sur les sujets que nous traitons. Voilà. Catherine, si tu es prête, je vais peut-être pouvoir débuter. Oui, je pense que bon, peut-être encore attendre une petite minute. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore entendus. Quelques-uns encore nous rejoignent progressivement. Voilà, je pense qu'on a atteint le nombre attendu. Bien. Alors, je suis toujours le même présentateur depuis la première édition de ces séances webinaires consacrées à la veille juridique. Donc, je suis toujours Abdelkader Beramdan en charge de la veille juridique au sein de SD Works et je suis accompagné de Catherine qui permettra de partager, de sélectionner un certain nombre de vos questions que vous pouvez toujours poser via le chat
en bas à droite de votre écran et elle m'en fera part lorsque ces questions seront posées et nous tenterons bien évidemment au regard de votre situation ou du cadre général que pose le sujet traité d'y répondre à raison bien évidemment de nos connaissances du moment et vous verrez que si l'administration et le gouvernement ont pu avancer sur certaines thématiques, eh bien certaines d'entre elles, parce qu'elles sont en cours ou récemment, ayant donné lieu récemment à une publication officielle, eh bien sont sujettes toujours à des interrogations ou des compléments de textes et notamment de décrets à venir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour ce mois de juin au menu et le terme est approprié au cours de cette semaine de déconfinement, notamment des restaurants, eh bien, c'est la chose suivante. Je vais revenir avec vous sur un projet de décret de sécurisation de l'activité partielle dont vous allez voir qu'il aura un impact essentiel sur la façon dont on va traiter cette activité partielle avec un certain nombre d'interrogations et avec le regret, je vais dire pourquoi, de sa non-publication à ce jour, alors qu'il propose des mises en œuvre rétroactives et qui nécessitent bien évidemment son officialisation. Je reviendrai également sur le financement de la prévoyance, puisque le projet de loi qui porte cette réforme-là a définitivement adopté par le Parlement, mais qui n'a encore à ce jour pas fait l'objet de publication au journal officiel. Un exemple supplémentaire où, bien évidemment, sans publication officielle, nous ne sommes pas en mesure d'adapter nos systèmes d'information et donc l'outil de production de la paye dans la mesure où nous ne nous appuierons pas sur des dispositions qui ont fait l'objet de cette publication. Nous reviendrons sur également un nouveau cas de déblocage de la participation dans des circonstances bon, pas très réjouissantes, sans doute vous en avez entendu parler. Je dirai quelques mots sur le projet d'activité partielle longue durée. Alors la terminologie utilisée est assez disparate, soit longue durée, soit spécifique, soit maintien dans l'emploi, comme certains aiment à l'appeler, et qui lui aussi ne peut être mis en œuvre que lorsque les décrets d'application auront été connus. Le projet également d'exonération de charges sociales, on est quand même dans des modalités qui restent encore à être précisées par l'administration compétente. Un point essentiel sur lequel nous nous interrogeons, sur lequel nous avons commencé nos travaux de réflexion pour sa gestion et son traitement, bien si vous êtes amené à connaître une invalidation de l'activité partielle au terme d'une procédure de contrôle de l'administration du travail, eh bien, que devrons-nous faire en paye? Alors, on espère que bien évidemment, on n'en arrive pas à cette situation-là parce que les conséquences et les tâches à réaliser vont être assez importantes. Et puis, je vous dirai également quelques mots sur les évolutions légales qui entrent en vigueur là dans quelques jours, au 1er juillet prochain. Alors, ce décret de sécurisation de l'activité partielle, nous l'attendons depuis un certain temps et nous l'attendions même sur des points qui n'ont pas été portés sur le texte pour lequel nous avons une simple connaissance de projet en l'état actuel, et malgré mes propres relances auprès de l'administration compétente pour en connaître les modalités de publication et donc de la prise en compte effective dans les systèmes d'information, eh bien à ce jour, nous restons dans le flou le plus total, alors que le projet en lui-même a été divulgué et de ce fait, nous ne savons pas s'il a pu entre-temps faire l'objet d'amendements. Alors, plusieurs choses. Dans une première partie, le texte fait 1 page et demie à peu près. Dans une première partie, il est amené à traiter des remboursements que pourrait être amené à faire l'employeur au titre de l'activité partielle. 2 causes essentielles de ce remboursement, soit parce que éventuellement le taux d'activité partielle a été jugé par l'administration du travail comme étant surévalué par rapport à ce qu'il aurait dû être, ou soit en raison de l'invalidation de l'activité partielle. Alors quand on vise l'invalidation de l'activité partielle, on cible les situations suivantes. C'est notamment lorsque l'employeur a pu mettre en activité partielle
tout ou partie de son personnel, alors combien même il aurait pu poursuivre son activité. Alors quand il s'agit bien évidemment d'activités, d'exercices dans un établissement recevant du public et pour lesquels, depuis la mi-mars, on a une décision de fermeture administrative. La question ne se pose pas. Par contre, pour le personnel administratif de ces entreprises-là ou pour tout le personnel qui, en réalité, a une activité relevant du tertiaire, eh bien, est-ce que l'on examine si le salarié aurait pu réaliser du télétravail ou pas? Et c'est une des points de vigilance qu'a déjà exprimé la ministre du Travail, que de regarder avec attention si en réalité le salarié n'aurait pas pu poursuivre son activité. Pour rappel, hein, quand je mets mes salariés en activité partielle et que je demande le versement des allocations, donc ce qui est subventionné par l'État et pour partie par l'UNEDIC, pour l'autre partie, ce sont des deniers publics. Donc l'administration va être extrêmement vigilante sur ces aspects-là. Sur les premiers retours que nous constatons, alors c'est un sondage, plus qu'un sondage, c'est un prélèvement sur une infime partie d'entreprises pour lesquelles il y a pu avoir à ce jour un contrôle, sachant que ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est la réalisation de 50 000 contrôles d'ici la fin de l'été. On observe la tendance suivante, c'est qu'en tout état de cause, le taux de l'activité partielle n'est pas forcément examiné avec attention. Alors, espérons bien évidemment que ça puisse être le cas dans toutes les entreprises et que nous ne soyons pas amenés à regarder de près les choses. Pour rappel, il y a pu y avoir une réévaluation du taux lorsque le taux AP a pour assiette le 10e des congés payés, non pas la règle fixée par le Code du travail qui renvoie à la méthode dite du maintien. Bon, c'est un exemple comme d'autres. Ensuite, il y a pu y avoir ici ou là quelques adaptations, bien évidemment. Alors, si remboursement il y a, le remboursement se fait du fait de la demande de l'autorité administrative qui constate soit une mise en activité partielle qui n'est pas justifiée, soit un examen plus approfondi du taux. Et en tout état de cause, s'il y a demande de remboursement par l'employeur des sommes ainsi indûment perçues, le délai ne pourra pas être inférieur à 30 jours. Donc vous avez entre la décision administrative de demande de remboursement et l'effectivité de ce remboursement un laps de temps de 30 jours, qui ne pourrait pas être inférieur à 30 jours. Donc vous avez, voilà, si vous êtes concerné, quelques temps de provision. Cela étant, dans notre gestion, à dire vrai, elle est un peu plus complexe que cela, parce que vous disposez toujours de la possibilité, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, d'un recours administratif et voire même d'un recours judiciaire s'il y a lieu. Donc, bien évidemment, cela suspend, puisque vous contestez la décision administrative, cela suspend toutes ces incidences et cela reporte d'autant dans le temps le paiement, le cas échéant, si ça devait être confirmé jusqu'à un cas extrême de décision judiciaire. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que dans une autre partie, à la même occasion de cette demande de remboursement, ce projet de décret prévoit la régularisation des sommes versées aux salariés et des contributions et cotisations y afférentes. Alors, on reviendra dessus, hein, puisque c'est l'avant-dernier chapitre du sommaire que je vous ai proposé, sur cette obligation, bien évidemment, de resituer le salarié dans ce qui aurait dû être sa situation s'il n'avait pas connu de l'activité partielle, c'est-à-dire bien évidemment s'il avait poursuivi son activité professionnelle et exécuté son contrat de travail en particulier. Vous allez voir que nous allons être amenés à opérer d'importantes régularisations, tant à la fois bien évidemment sur la rémunération brute, mais également régulariser l'ensemble des contributions et cotisations qui y sont afférentes. Que nous dit ce texte-là? Sur un aspect très particulier qui est de savoir si, lorsque conformément à ce que prévoit le Code du travail, et donc un renvoi à la rémunération, à l'indemnisation des congés payés selon la méthode dite du maintien de salaire, qui elle-même exige pour pouvoir fixer correctement cette assiette-là à la rémunération qui était celle du salarié au cours du mois qui précède l'événement, et donc l'événement, lorsque je parle de législation de congés payés, c'est-à-dire la prise des congés payés en eux-mêmes, eh bien, en premier lieu, dans la mesure où on sait depuis une ordonnance
récente que les heures supplémentaires dites structurelles sont éligibles à l'activité partielle, eh bien, on devra bien évidemment en tenir compte pour déterminer ce taux-là. Le débat portait, une fois que les choses ont été fixées pour les heures dites structurelles, notamment pour les heures supplémentaires autres, donc plus généralement appelées exceptionnelles. Est-ce que lorsque le salarié a, au cours du mois qui précède la mise en activité partielle, bénéficié de la rémunération d'heures supplémentaires dites exceptionnelles, ces heures-là et les montants qui correspondent doivent-ils être pris en compte dans la détermination du taux activité partielle? Si on fait une application stricte et littérale des dispositions du Code du travail, bien évidemment, les heures supplémentaires entrent dans l'assiette des congés payés et par voie de conséquence doivent entrer dans l'assiette d'indemnisation de l'activité partielle. Ce qu'a réfuté jusqu'à présent l'administration du travail, mais sans en donner bien évidemment un fondement juridique. Le fondement juridique, assez étonnamment, il arrive dans ce projet de décret. Et dans ce projet de décret, on nous dit clairement, eh bien, il faut les exclure. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est deux choses. La première, c'est qu'on ne réécrit pas les dispositions de l'article 51-22-18 du Code du travail qui fixe les modalités de détermination de l'allocation, de l'indemnité d'activité partielle. Ça signifie que l'on ne revoit pas, en tout état de cause, le texte qui lui renvoie à l'indemnité de congé payé selon la méthode dite du maintien de salaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que ce décret, lui, fait l'objet d'aucune codification. Donc, il va falloir toujours avoir à l'esprit, pour les années futures, les périodes futures, je dirais même pour les générations futures, le cas échéant, toujours avoir à l'esprit le fait que d'une part, nous avons ce que nous dit le Code du travail et d'autre part, ce décret, qui est à l'état de projet actuel, mais qui sera décret lorsqu'il sera publié, ce texte décrétal qui lui pilote de manière spécifique ce que dit le Code du travail. Et donc, c'est cet écueil-là qui est extrêmement gênant. Et cet écueil-là est extrêmement gênant, d'autant plus qu'on nous dit, vous n'avez pas à le faire, alors qu'il aurait été quand même plus simple de réécrire l'article 51-22-18, et ça aurait clarifié les choses. Mais vous n'auriez pas dû le faire, je l'inscris dans un décret qui n'est pas codifié, mais le cas échéant, si vous l'avez fait pour les mois de mars et avril, eh bien, nous demanderons à l'administration de ne pas recouvrer les sommes ainsi calculées. Ça signifie que nous avons là une tolérance réglementaire. J'ai sollicité à plusieurs reprises l'administration compétente pour nous dire enfin quand sera publié ce texte. Est-ce qu'entre-temps, il a fait l'objet d'amendements que nous ne connaissons pas et qui seraient utiles de savoir avant d'adapter le système d'information? Et compte tenu de sa publication tardive et qui n'a toujours pas eu lieu à ce jour, eh bien d'imaginer également une tolérance administrative pour le mois de mai, parce qu'il sera extrêmement difficile de revenir sur des régularisations de manière rétroactive. Vous savez combien les opérations de rétroactivité sont sensibles dans le système d'information. Donc voilà où nous en sommes sur ce projet de décret de sécurisation de l'activité partielle. Et l'une des questions qui se posait également était de savoir si enfin, de manière définitive, il convenait de retenir le mois qui précède la mise en activité partielle ou dès le premier jour de mise en activité partielle, qui est généralement le mois de mars, et de figer le taux au mois de février, ou comme le conçoit, et nous en sommes, alors après on peut s'adapter bien évidemment, hein, nous en sommes plutôt défenseurs, qui est de dire une révision de ce taux d'activité partielle mois par mois, parce que bien évidemment, eh bien, il y a une situation qu'il y a lieu d'apprécier mensuellement à chaque fois que je réalise ma paye. La chose n'est pas dite dans ce décret-là, c'est un peu dommage, et elle n'est pas forcément simple de déduction des seules notes, de la seule note administrative que nous connaissons et qui fait maintenant quasiment 70 pages sur les sites du ministère du Travail. Bon, voilà ce que je voulais vous dire dans l'attente d'en connaître plus, soit du retour de nos contacts au sein du ministère du Travail, soit bien évidemment s'ils ne daignent pas nous répondre. Et le grand regret, c'est que maintenant ils le font de moins en moins et que nous restons toujours dans un certain nombre d'interrogations sans retour. Publication très prochaine et très rapide du décret, et espérons-le très rapidement commenté. Voilà sur ce point, Catherine. Avant d'en arriver au suivant, est-ce qu'il y a des
Ah, Oui, est-ce qu'il y a oui, des questions? j'ai déjà quelques Oui, questions. oui, Alors, par rapport en premier lieu, par rapport au remboursement, oui, si l'entreprise doit rembourser des sommes suite au contrôle effectué, oui, doit-elle payer le salarié qui n'a pas travaillé? oui. Alors, il y a 2 choses, tout dépend de la cause. Attention, tout dépend de la cause. Je reviens sur la diapo volontairement. Je vous ai dit qu'il y avait 2 causes quand on rembourse les sommes, soit du fait de la contestation par l'administration du taux, et je vous dis que pour l'instant les tendances sont plutôt à celles de la confirmation, donc espérons que la tendance se poursuive, soit parce que l'administration considère que tout ou partie du personnel qui a été mis en activité partielle n'aurait pas dû l'être et aurait dû poursuivre son activité. C'est cette seconde situation qui nous obligera, on le verra tout à l'heure, qui nous obligera bien évidemment à resituer le salarié dans sa position qu'il n'aurait jamais dû quitter, qui est celle de la mise en activité effective et donc de l'exécution du contrat de travail. Parce que le fait pour l'administration de dire je ne confirme pas la mise en activité partielle parce que, bien évidemment, elle ne correspond pas au cadre juridique qui régit ce dispositif-là, ça oblige bien évidemment à payer le salarié, puisque ça signifie qu'il n'aurait pas dû être mis en activité partielle, ça signifie qu'il n'aurait pas dû percevoir une indemnité, mais qu'il aurait dû percevoir son salaire. Voilà ce que ça signifie en termes d'incidence. On ne peut pas avoir une invalidation sans ses conséquences en matière d'effet sur la paye. Mais on reviendra dessus en fin de présentation. D'autres Alors, questions peut-être, Catherine? oui, une dernière question concernant les heures supplémentaires à partir du 1er mai. Est-ce qu'elles seront prises en compte ou non dans le calcul du taux de l'activité partielle? Ah bah, lorsqu'elles sont, elles sont d'ordre structurel, oui. Lorsqu'elles sont d'ordre structurel, oui, c'est une révision du taux qui ne sera plus sur un rapport, alors comme dit le texte, ramené à la durée légale, mais ramené à la durée contractuelle, si bien évidemment le contrat du salarié comprend ces heures substructurelles, dont je vous rappelle qu'elles peuvent avoir 2 origines. Plus généralement, effectivement, là je visais le contrat de travail. Bah, prenons le cas du salarié qui travaille 39 heures par semaine, hein, qui bien évidemment exécute 4 heures supplémentaires, entre 35 et 39 de manière régulière, qui perçoit une rémunération à cet effet. Alors sur le bulletin de paye, parfois salaire de base 169, parfois, comme moi je le réclame depuis la loi TEPA, plutôt une distinction entre d'une part une ligne correspondant à sa durée légale 151,67 et le complément en HS 17h33. Alors soit ça résulte du contrat de travail, soit ça peut résulter tout simplement de l'exécution d'une convention collective de branche, d'un accord collectif de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. D'autres questions sur cette partie-là, Catherine ou... Alors une dernière question qui vient d'arriver. Dans le cadre d'un décalage d'éléments variables de paye, le taux de quel mois est le plus juste pour l'activité partielle? Bah, c'est le mois du recueil de l'information. C'est-à-dire que, alors, alors attention, quand on dit décalage de paye, est-ce qu'on est en décalage de recueil d'informations ou on est en décalage de paye? Lorsqu'on est De en recueil, décalage, je pense que c'est le recueil qui est oui, je pense que la c'est le question recueil, posée. effectivement. Voilà, donc j'ai réalisé ma paye du mois de juin, où je m'apprête à réaliser, où je suis en cours de réalisation, la paye du mois de juin, mais en tenant compte de l'activité du salarié au mois de mai, c'est-à-dire éventuellement d'absence ou d'un surplus d'activité quand on prend le cadre général. Donc d'absence, ça peut être maladie, congé payé ou autre, ou surplus d'activité, c'est-à-dire la réalisation éventuellement d'heures supplémentaires. On tiendra compte du taux, bien évidemment, du mois de l'événement. Donc, en l'occurrence là, je vais traiter bien évidemment le taux du mois de mai et non pas le taux du mois de juin. Mais je dirais qu'en l'occurrence, vous avez également la même incidence de manière plus générale, si on devait prendre cet exemple-là, lorsque je réalise ma paye du mois de janvier, mais avec les incidences d'absence ou de présence du mois de décembre, et que la rémunération de mon salarié est égale au SMIC. Bah, le SMIC, il évolue au 1er janvier de chaque année. Bah, quand je vais payer des heures supplémentaires, je vais le faire sur le taux horaire ayant pour base le taux du mois de décembre, c'est-à-dire le taux SMIC de l'année précédente, dans la mesure où c'est à ce moment-là que les heures sup ont été réalisées. Et idem, à contrario, la même chose lorsqu'il est absent, puisque je dois tenir compte de la valorisation de son absence au moment où l'événement s'est produit, et en l'occurrence, bien évidemment, au mois de décembre. Voilà, si le parallèle peut aider à solutionner et avoir à l'esprit ce mécanisme-là. Ok, merci Abdel. Il n'y a plus d'autres questions sur D'accord, les sur ce points point-là. abordés. Sur Très ce bien, point-là. merci Catherine.
Un autre texte, c'est celui du projet relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bon, on peut bien faire cette question-là dans ce cadre général. Bon, à ce jour, j'ai pas ouï dire que ça puisse présenter un cas de cavalier juridique qui serait présenté au Conseil constitutionnel, mais en tout état de cause, voilà le texte et qui comporte des dispositions relatives au financement de la prévoyance. Alors pourquoi la question est posée? Reprécisons les choses. J'ai un contrat de prévoyance. La question est de savoir quel va être le traitement des périodes d'activité partielle. Il va y en avoir plusieurs. Un, est-ce que les sommes qui sont versées au titre de l'activité partielle viennent alimenter de l'assiette de cotisation de la prévoyance? Ça, c'est une première chose. La deuxième, est-ce que sur cette période-là d'activité partielle, les salariés bénéficient toujours de la couverture des risques? Dans une circulaire un peu plus ancienne, la DSS et la COS nous disent la chose suivante, c'est que pour bénéficier du caractère dit obligatoire et collectif du régime de prévoyance, afin qu'il puisse lui-même se voir octroyer la législation d'exonération plafonnée dite pour les experts en paye du mécanisme de réintégration sociale, il faut que les salariés soient également couverts. Soit, sauf qu'en même temps, je ne sais pas ce qu'il en est du financement. Et à ce titre-là, nous vous avions adressé courant avril un questionnaire pour nous dire exactement ce que prévoit votre contrat, parce que seul le contrat qui lie l'entreprise à l'organisme de prévoyance dit quels sont les modes de financement et dit éventuellement s'il y a lieu de poursuivre le prélèvement et donc le paiement de cotisation durant ces périodes d'activité partielle et quelle doit en être l'assiette. Ce à quoi nous avions également indiqué que, pour notre part, de manière générale, nous considérions, mais sauf si votre contrat en dispose autrement, nous considérions bien évidemment que l'indemnité était assujettie à prélèvement. Alors les partenaires sociaux devaient bien évidemment prendre en charge cette question-là. Cela n'a pas abouti à un accord et donc à la demande des organisations syndicales, le gouvernement a inscrit la question dans le projet de loi dont je vous donnais l'intitulé à l'instant. Que nous dit ce projet de loi? Qu'il y a lieu de soumettre à couverture prévoyance de manière obligatoire, quoi qu'en disent les clauses du contrat, continuer à couvrir pour les risques que nous allons voir dans un instant les salariés durant la période d'activité partielle et de soumettre à cotisation, on le verra dans une diapo suivante. Alors quels sont les risques que doit impérativement couvrir l'employeur? Ce sont les risques d'essai, intégrité physique, maternité, incapacité de travail ou invalidité, inaptitude, chômage, indemnité ou prime de départ en retraite ou de fin de carrière pour les couvertures que l'on rencontre habituellement. Cette contrainte légale, je dis bien contrainte légale et non pas contractuelle, puisque le maintien de la couverture doit se faire, et vous l'avez en dernier lieu dans le bas de cette diapositive, peu importe les clauses du contrat de prévoyance ou de la convention collective. C'est-à-dire que même si le contrat qui voulait avoir de prévoyance ou la convention collective, si elle s'exprime sur le sujet que vous appliquez, en dispose autrement, il faudra impérativement, du fait de la loi, couvrir les salariés sur la période dite d'activité partielle. Cette mesure légale vaut pour la période courant du 12 mars au 31 décembre prochain. Alors, notez que nous sommes sur un temps réduit. Alors, réduit et long à la fois, parce qu'il n'est pas réduit au fait de la période d'état d'urgence sanitaire qui devrait s'achever le 10 juillet prochain, mais en tous les cas, une durée limitée, et donc sur un peu plus de 9 mois. En tout état de cause, ça signifie que la même situation se posera si de nouvelles périodes d'activité partielle surgissent au 1er janvier prochain, et elles surgiront sans doute pour non pas une cause qui aura un caractère exceptionnel, peut-être malheureusement, mais ça c'est la vie des entreprises, pour une cause plutôt économique. Donc, couverture impérative imposée par la loi sur la période que nous avons à l'écran, et cela peu importe ce que peut prévoir le contrat de prévoyance ou la convention collective. Le non-respect de cette couverture par l'employeur, c'est-à-dire que s'il fait défaut de couverture et qu'il écarte
bien évidemment cette obligation légale, cela conduit à considérer qu'il y a absence du caractère obligatoire et collectif du régime de prévoyance, et donc la loi fait tomber ces conditions et la réunion de ces deux critères pour le bénéfice de l'exonération plafonnée et donc la mise en œuvre du mécanisme en paix dit de réintégration sociale. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'en réalité, eh bien, un assujettissement de la part patronale dès le premier euro, première chose. Donc, vous voyez un peu l'incidence financière dans le brut SS, hein, j'ai plus de réintégration, j'ai plus d'exonération plafonnée, et ça peut être assez conséquent en volumétrie de salariés concernés, et puis perte de la réintégration fiscale. Et quand je dis réintégration fiscale, du mécanisme de réintégration fiscale, ça veut dire que je vais assujettir à l'impôt dès le premier euro. Voilà ce qu'il en est. Et vous savez que, alors là je parle de la prévoyance, parce que vous savez que pour la mutuelle, la part patronale depuis 2013 est assujettie à l'impôt dès le premier euro. S'agissant du financement, on nous dit la chose suivante, c'est que si les clauses de financement prévues par le contrat conduisent à opérer un financement soit par prime, soit par cotisation assis sur la rémunération du brut sécurité sociale, alors l'assiette pour la période dite d'activité partielle, l'assiette de financement de la prévoyance est égale aux indemnités d'activité partielle. Donc un peu la règle générale que nous avons établie, à défaut de votre retour au questionnaire que nous avons adressé au cours du mois d'avril. Donc, si les clauses de financement renvoient pour le prélèvement des cotisations à des primes ou des cotisations assises sur la rémunération brute SS, on retiendra le montant des indemnités d'activité partielle. Alors, vous comprendrez que au-delà du régime social dit de revenu de remplacement et donc dérogatoire, puisqu'on appliquera en matière légale que la CSG à taux réduit, eh bien viendront s'ajouter ces cotisations de prévoyance, notamment pour la part salariée, ce qui peut réduire effectivement encore le montant des AP, des indemnités AP. Ce que nous dit également le texte, c'est que si à cette occasion-là est mise en œuvre une répartition qui est plus favorable aux salariés, en quelque sorte, si l'employeur prend à sa gère une part plus élevée que ce qui est initialement prévu, cela ne remettra pas en cause le caractère obligatoire et collectif et on continuera bien évidemment à bénéficier du mécanisme d'exonération plafonnée qui, au-delà, donne lieu à la mise en branle du mécanisme de réintégration sociale. Bon, voilà pour ces significations-là. Nous en attendons la publication et puis bien évidemment, il va falloir observer de près les modalités de régularisation sur lesquelles on reviendra dans une prochaine édition. Des questions, Catherine, peut-être à ce stade-là sur ce financement de la prévoyance? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. D'accord, merci. Alors, j'évoquais, puisqu'il est prévu également dans ces dispositions-là, et dans cette loi-là, l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi. De quoi s'agit-il? On a connu, pour ceux qui ont à l'esprit, qui a été abandonné notamment en 2013 de mémoire, l'activité partielle de longue durée. Elle est quelque peu réduite, pardon, reconduite, excusez-moi, reconduite dans un schéma tout autre, qui est celle de l'activité partielle dite maintien dans l'emploi. De quoi s'agit-il? Alors, l'objet est le suivant, c'est qu'on va pouvoir avoir recours pour les entreprises qui se trouvaient dans des situations de réduction de l'activité, d'avoir recours à l'activité partielle. L'objet, c'est le maintien dans l'emploi pour les entreprises, nous dit le texte, connaissant une réduction d'activité durable, ne remettant pas en cause leur pérennité. Bien en clair, je suis dans une situation structurelle ou conjoncturelle qui fait que je ne peux pas offrir à l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices la charge de travail initialement prévue pour leur permettre de réaliser leur métier pour la durée prévue au contrat. J'ai une réduction de commandes, j'ai une situation particulière, une situation à l'international ou nationale, régionale, qui fait que je ne peux pas leur offrir la même charge de travail. Je vais devoir réduire cette activité-là, mais ça ne remet pas forcément en cause le fait que l'entreprise survive à cette situation-là. Donc, elle peut être limitée dans le temps si on sait qu'elle sera limitée dans le temps. Sinon, il faudra imaginer d'autres recours en termes de gestion du personnel. Donc, maintenir dans l'emploi, mais en utilisant un certain nombre d'outils juridiques, dont essentiellement les suivants. C'est toujours un partage avec les partenaires sociaux par la voie des négociations qui donnera lieu
et il faut l'espérer pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau régime d'activité partielle, donner lieu à un accord collectif d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendue. Alors bien évidemment, l'administration continue à y porter son visa. Son visa de quelle manière? Lorsqu'il s'agit d'un accord collectif de branche, eh bien, l'examen de l'extension. Et, je ne reviens pas sur la procédure, hein, vous la connaissez sans doute, hein, de l'extension d'un accord collectif de branche, hein, bien évidemment, la publication d'un avis relatif, les avis, alors l'avis, mais également les avis effectivement des parties prenantes, et puis l'examen du ministère du Travail pour connaître de l'extension ou pas, et donc de la publication d'un arrêté d'extension. Et pour les accords d'établissement d'entreprise ou de groupe, c'est l'homologation par la directe. Donc ça veut dire que pour ce niveau de négociation et d'accord, l'approbation de l'administration du travail et de la directe dont vous relevez territorialement. Le projet de loi fixe un certain nombre d'éléments constituant le contenu de l'accord, qui doit également faire l'objet de précisions par voie de décret. La durée d'application de l'accord, alors à ce stade-là, généralement, c'est 3 ans. Hein. Pour les accords qui sont négociés de ce type-là. L'activité salariée concernée par l'activité partielle spécifique, donc dire au moment où l'accord est conclu quelle pourrait être la partie de l'activité de l'entreprise, et donc les salariés qui œuvrent dans cette partie de l'activité de l'entreprise qui peuvent être visés par l'accord partiel spécifique, la réduction horaire pouvant donner lieu à indemnisation, et les engagements spécifiques de l'employeur, notamment en matière d'emploi et donc de maintien dans l'emploi, bien évidemment, puisqu'il s'engage, en ayant recours à ce nouveau cadre d'activité partielle, il s'engage à maintenir les salariés dans leur emploi. Alors, le contenu ici, quelques éléments donnés par la loi, à préciser par le décret qui reprendra cela et en délivrera d'autres. On peut imaginer également des engagements en matière de formation, bien évidemment, pour pouvoir s'adapter adapter l'activité de l'entreprise et les compétences des salariés à la réorientation des activités de l'entreprise. Quelques éléments. Le premier, vous savez que depuis peu également, alors que l'activité partielle ne pouvait avoir qu'une nature collective, l'individualisation est permise. Par contre, dans ce nouveau cadre d'activité partielle maintien dans l'emploi, l'individualisation ne sera plus permise et ne le sera pas. Donc, de ce fait, bien évidemment, la mise en activité partielle ne pourra avoir qu'un caractère collectif et comprendre, bien évidemment, tous les salariés qui sont visés par l'accord et la nature d'activité au sein d'entreprises pouvant permettre le recours à ce type d'activité partielle. S'agissant de l'indemnité de l'allocation spécifique, il y a une possibilité de majoration de l'indemnisation et de l'allocation dans des cas déterminés par décret. Donc le texte nous dira quelles sont les situations qui vont permettre d'améliorer l'indemnité et puis par voie de conséquence, en contrepartie, de percevoir une allocation de l'État, donc en quelque sorte le remboursement de l'indemnité qui est versée aux salariés, à un taux équivalent. Et voilà, les situations qui pourront le permettre seront fixées par décret. Et nous dit-on notamment selon les caractéristiques de l'entreprise. Alors ça pour l'instant, ça reste un point d'interrogation au stade de notre connaissance du projet, sauf si certains d'entre vous en disposent d'autres. Mais alors, les caractéristiques de l'entreprise, généralement, on retrouve également le seuil d'effectif. Est-ce que c'est le cas? Point d'interrogation. Ce que dit également le texte, c'est que le taux spécifique de formation de 100% que l'on a et qui est gelé momentanément dans le cadre de l'activité partielle Covid, si je puis dire, qui est gelé momentanément, ce taux de formation, lui, ne sera pas applicable. Voilà, donc par contre, bien évidemment, à dire vrai, je pense qu'on attend des entreprises, en dehors du maintien de salaire, en termes de contrepartie, vous disais-je, des engagements sans doute en matière de formation et donc de prise en charge par l'employeur de la formation. Voilà Catherine pour ce nouveau cadre et de mise en place d'activité partielle. Des questions peut-être à ce stade-là? Non, là pour le moment, nous n'avons pas de D'accord, questions. très bien. Je voulais faire état également d'un nouveau cas de déblocage de la participation dont vous avez peut-être pris connaissance et qui est visé par le décret du 4 juin et permettant le déblocage anticipé de la partie salariale en cas de violence conjugale. Alors, vous disais, ce n'est pas forcément effectivement des situations
facile, bien évidemment, déjà pour les personnes qui le vivent. Ça signifie quoi? Ça signifie que la personne victime de violences conjugales et qui serait liée à cette situation-là serait admise à obtenir un déblocage anticipé de la participation. Alors vous savez que jusqu'à présent, il y a quelques cas visés par la loi, c'est notamment le mariage, l'acquisition la rupture du contrat de travail, l'acquisition d'une nouvelle résidence, etc., ou d'une première résidence. S'y ajoute un cas supplémentaire qui est celui de la violence conjugale. Les personnes concernées et qui seraient autorisées à solliciter ce déblocage anticipé sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un PACS, donc partenaire PACS, ou l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire PACS. Pour pouvoir mettre en œuvre ce déblocage anticipé, faut-il également qu'il y ait un fait générateur. Le texte renvoie à des situations d'ordre pénal, c'est-à-dire qu'il y ait une décision judiciaire. Et par décision judiciaire, on parle non pas ordonnance de protection, mais ordonnance de protection, vous aurez corrigé par vous-même. On parle d'ordonnance de protection. On parle également de situations relevant de la législation pénale, d'alternatives aux poursuites, composition pénale, ouverture d'une information judiciaire, saisine du tribunal correctionnel par le procureur ou le juge d'instruction, mise en examen ou condamnation pénale, même non définitive. Ça signifie que, bien évidemment, si l'auteur de ces faits, de ces violences, a été condamné pénalement, mais fait jouer son droit à recours et à appel de sa condamnation pénale et recours judiciaire, bien évidemment, on s'attachera à la première condamnation pour pouvoir permettre le déblocage anticipé. Alors, je ne sais plus si j'ai une diapo. Non, alors, je vais à ce stade-là et mettre quelques éléments relatifs à l'effectivité de la mise en œuvre et à mon sens de l'insuffisance juridique. La première, elle est d'ordre fonctionnel. Dans certains foyers, on partage le même compte bancaire, le compte joint. Sauf que si je demande un déblocage anticipé de la participation, et si la personne victime de ces faits demande le déblocage anticipé, eh bien la somme va se retrouver sur le compte joint. Sauf qu'il y aura accès sans doute la personne qui est, elle, auteur ou autrice de ces violences conjugales. Donc je trouve que là, à mon sens, on n'est pas allé suffisamment loin dans la protection, bien évidemment, des sommes qui font l'objet de ce déblocage de la participation pour qu'elles puissent être utilisées à bon escient par la personne victime de ces violences. Et puis deuxièmement, c'est que même si nous sommes en présence de comptes distincts, séparés, eh bien la plupart des personnes mariées, hein, quand il s'agit d'un conjoint, le sont sous la forme de l'université du patrimoine, hein, et donc de ce fait, tout ce qui est versé au titre de salaire ou au titre des sommes qui ont fait l'objet d'alimentation via le salaire, ou de la participation, qui est un élément également qui entre dans le patrimoine commun, l'autre partie est habilitée aujourd'hui sur un plan civil à connaître de l'usage. C'est pas quelque chose qui est régulièrement fait, mais peu importe, je dirais, de l'examen et de l'usage, bien évidemment, de ces sommes-là. Donc ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout de la gestion globale de cette facilité, en tous les cas, de mesures qui pourraient être présentées comme protectrices, et légitimement protectrices de la personne connaissant ces violences conjugales, mais on pourrait avoir quelques problématiques dans sa gestion. Bon, cela étant, plus généralement, le déblocage anticipé, il se fait pas à la connaissance directe du salarié, à moins que les choses passent par son biais, lorsque notamment c'est l'acquisition d'une nouvelle résidence ou de la rupture du contrat de travail, puisque le déblocage peut se faire bien postérieurement à la date effective de la rupture du contrat de travail. Des questions peut-être sur la gestion de cette situation-là? Alors, elle est délivrée bien évidemment à titre d'information et peut-être de la communication dont pourraient en faire usage les employeurs au sein de leur propre RH, le cas échéant. Catherine, des questions? Alors, on a des questions, mais d'ordre général par rapport au dépôt de demandes qui sont faites.
Alors, j'ai une première question. Nous avons sollicité un avenant de prolongation pour notre période d'activité partielle qui était initialement acceptée du 30 mars au 30 juin et avons donc demandé une prolongation jusqu'à fin septembre par voie d'avenant. Oui. Aujourd'hui, cette demande est invalidée et le motif est que des consignes de la directe précisent de refuser les demandes allant au-delà du 31 août. Est-ce que vous avez entendu parler de ces rejets? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. La date du 31 août m'interpelle parce qu'on la retrouve dans une autre mesure, mais qui m'échappe, que je n'ai pas à l'esprit, qui n'est pas généralement la date. Nous savons que la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, excusez-moi, est fixée au 10 juillet. Pourquoi le 31 août? Point d'interrogation. Et puis, pour celles qui permettent des prolongations de certaines mesures, on est plutôt sur le 31 décembre. Non, pas à notre connaissance, mais merci d'avoir posé la question. J'en saisirai très rapidement la DGEFP pour comprendre les motivations de cette demande-là. Enfin, pas de Alors, la demande, non, la motivation on les comprend, mais du rejet. Parce que les motivations de la demande, on peut les comprendre. Et on reviendra vers vous. De la même manière, Abdel, tu sais, on a eu des rejets de certaines directes. Ça, on a envoyé déjà des Oui. demandes d'informations par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais peut-être en reparler, puisqu'on a ici un public plus large, par rapport aux demandes qui sont donc refusées, certaines directes exigeant des déclarations par semaine, alors que nous déclarons par mois suite à une tolérance justement de simplification de la DGFP. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Si on reprend le cadre général de l'activité partielle, que nous dit-on? Que sont éligibles, jusqu'à encore il y a quelques semaines, éligibles à l'indemnisation de l'activité partielle les heures non effectuées dans la limite de la durée légale. Alors, je dis jusqu'à quelques semaines, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, cette éligibilité a été élargie aux heures supplémentaires dites structurelles. Pour autant, quand on parle de durée légale, en droit, on n'en connaît qu'une seule. Je sais très bien que la confusion est fréquemment faite. Mais reprenez le Code du travail, il n'y a en France qu'une seule durée légale, c'est 35 heures par semaine. L'appréciation d'une limite de 1607 heures par an ou 218 pour les forfaits jours est une simple équivalence. D'ailleurs, pour les forfaits jours, au-delà, on ne parle pas d'heures supplémentaires. Vous le savez très bien. Et en deçà, on ne parle pas de temps partiel. S'agissant des 1607, c'est une équivalence annuelle pour faciliter la gestion de ces temps-là. Donc, bien évidemment, si l'on devait être extrêmement strict et sauf cas dérogatoire, et nous essayons de l'être autant que possible, bien évidemment, dans la mise en œuvre de nos outils, il ne peut y avoir comme référence que la durée hebdomadaire. Ça, c'est une première chose. Conformément à cette logique-là, eh bien, les déclarations se font auprès de l'agence spécifique de paiement, notamment, permettant le versement ou les autres déclarations sur une base hebdomadaire aussi. Le fait est, c'est que lorsque je cumule plusieurs semaines, ou sur le mois, lorsque je tiens compte des heures réelles, et bien des heures réelles effectuées, combien même ce serait des semaines pleines, eh ben, je peux être amené à avoir plus de 151,67 h, et c'est là que se trouvait être le blocage déclaratif et administratif. Nous avons obtenu la possibilité de déclarer plus de 151,67, mais nous restons sur une logique bien évidemment hebdomadaire. Et donc, le cas échéant, ben, je peux être amené à déclarer 154 heures lorsque la situation est celle-là. Alors, nous avons soulevé, bien évidemment, même avec la souplesse, je dirais fonctionnelle, qui a été donnée par ceux qui sont en gestion de la DSN. Nous retrouvons encore avec ces problématiques-là, et nous avons effectivement des directs qui ont exigé de manière impérative, alors que nous avions une tolérance sur le nombre d'heures du mois, d'exiger une information de nature hebdomadaire. La mise en cohérence
ces pratiques directes. Et le fait est, c'est que certaines disent tout simplement que ça tient bien à la décision de la directe en question. La mise en cohérence entre ce qui nous est transmis par l'administration du travail, de la DGFP, oui, qui est l'administration du travail, et la mise en œuvre des directs pose problème pour certaines d'entre elles. Nous avons demandé nous avons d'abord informé la DGEFP et nos interlocuteurs habituels de la DGEFP de ces situations-là. Nous leur avons demandé, bien évidemment, de nous dire quels sont les éléments de réponse que nous pouvons fournir pour une mise en cohérence de l'ensemble des directs, et en disant quelle était effectivement, parce qu'ils nous demandent des cas, ils ne travaillent pas, ils ne portent pas leurs réponses, leurs réflexions en dehors de cas concrets. Nous avons dit quels étaient les directs. Nous sommes en attente, bien évidemment, de ces retours-là, et nous en ferons part très rapidement. Mais la situation est celle-là, c'est que l'administration n'est absolument pas prompte à répondre à nos questions, et notamment pour le projet de décret qui a fait l'objet de la partie introductive et du début de présentation. Bien, malgré nos relances, nous sommes toujours sans réponse. Voilà un peu la situation devant laquelle nous nous trouvons pour la cohérence entre les directs, et nous avons connaissance effectivement d'une ou deux d'entre elles, deux d'entre elles au moins, et pour lesquels il y a des demandes particulières, alors que pour les autres, les choses ne posent pas de difficulté. D'autres questions, Catherine? Non, nous n'avons pas d'autres questions. D'accord, très bien. Mais je vais pouvoir poursuivre alors. Alors, je vais vous parler très rapidement du projet d'exonération des charges sociales, parce que il a fait, entre le moment de la préparation de ce support et de la présentation de ce jour, publication officieuse des projets d'ordonnance, alors que nous avions juste communication ministérielle. Donc ce que je porte là à votre connaissance, c'est la publication, pas la publication, pardon, mais la communication ministérielle, avec quelques éléments, notamment de cette exonération de charges sociales patronales pour certains secteurs d'activité, que sont l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, le sport et la culture, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec une exonération de l'ensemble des cotisations et contributions patronales, et uniquement patronales, y compris FNAL et versement de transport, et alors pour une période bien déterminée qui est de février à mai inclus. Alors on peut s'interroger pour savoir ce que sont ces cotisations et contributions patronales, dans la mesure où vous comprenez aisément que nous sommes là sur des secteurs d'activité pour lesquels on a demandé tout simplement toute suspension d'activité. Et donc on devrait avoir, si ce n'est la totalité du personnel, au moins la quasi-totalité du personnel en activité partielle. Notez, ça peut concerner bien évidemment les rémunérations versées au personnel qui a poursuivi pour tout ou partie son activité. Ça, c'est une première chose. Donc pour lesquelles nous avons versé des sommes dites salaires, rémunérations, revenus d'activité soumis à prélèvements patronaux. Et d'autre part, observer que la période court du mois de février au mois de mai. Et au mois de février, on n'avait pas fermeture de ces établissements, puisque cette fermeture administrative a débuté à la mi-mars, comme chacun le sait. Et donc ça veut dire que sur une partie du mois de mars, on a pu délivrer, verser des sommes qui correspondent à la rémunération. Donc c'est une exonération, c'est un remboursement que devrait faire l'État. Encore que quelques précisions doivent être apportées sur remboursement ou imputation en avoir sur les cotisations à venir. La chose doit être précisée dans le projet d'ordonnance, et le décret, les décrets d'application qui en résulteraient. Bon voilà, si vous relevez de ces secteurs d'activité, si vous comptez moins de 250 salariés, on verra ce que pourra dire de manière définitive, diront les décrets d'application en la matière, mais vous pourriez être effectivement concerné par cette exonération de l'ensemble des cotisations et contributions, mais uniquement patronales. Voilà, Catherine, sur ce point-là, je pense que nous aurons l'occasion de revenir de manière plus précise à des destinations de nos participants lors d'informations ultérieures. Je vais donc, sauf si tu me dis qu'il y a des questions que nous pourrions noter et auxquelles nous répondrons ultérieurement, je vais aborder la question de l'invalidation de l'activité partielle et des impacts paye. Oui, je te laisse continuer, oui. D'accord, parfait. Alors, vous avez vu au début de cette présentation que nous serions susceptibles, enfin nous serions en tant qu'employeur, je dirais, chacun appréciera sa situation particulière, en tant qu'employeur, de rembourser
des sommes du fait de l'invalidation de l'activité partielle. Il faudra bien évidemment examiner l'impact paye. Alors, je parle bien ici, encore une fois, j'évoque bien ici les opérations de contrôle réalisées par les directs, donc l'administration du travail. Nous examinerons dans une prochaine édition ce qui sera du contrôle opéré par les URSSAF, qui n'interviendront normalement qu'à partir de l'année prochaine. Mais pour les semaines à venir, les mois à venir, les directs sont amenés à intervenir pour vérifier la conformité de la mise en œuvre de l'activité partielle dans chacune des entreprises qui ont recours, leur conformité à la législation. Je vous ai dit deux causes de remboursement, soit une réappréciation du taux, pour lesquels pour l'instant les tendances sont plutôt rassurantes, mais ce sont vraiment de premières tendances, et surtout l'invalidation du recours, considérant, si l'administration considère que l'activité partielle n'est pas reconnue dans la mesure où le salarié aurait dû poursuivre son activité normale. Donc que se passe-t-il? Il se passera la chose suivante. Invalidation, partielle ou totale, ça signifie que bien évidemment, la situation d'activité partielle est nulle et de nul effet. Ça signifie que toutes les opérations de paye pour les périodes invalidées par l'administration, toutes ces opérations de paye devront être annulées. Ça signifie que si jusqu'à présent, j'ai reconnu pour les sommes qui sont versées à cet effet la qualification de revenu de remplacement, qui a pu conduire à la mise en œuvre d'un régime social dédié, exonération de cotisation sociale, CSG à taux réduit, éventuellement écrêtement de la CSG et de la CRDS, une assiette spécifique de prévoyance, tout cela devra être révisé. Le salarié doit être rétabli dans sa situation qu'il n'aurait jamais dû quitter, qui est celle d'un salarié en activité. Le bulletin sera rétabli pour chacune des périodes concernées. Donc prenez 3 mois, mars, avril, mai, et ben ça nous fait 3 bulletins de paie pour chacune des périodes à reconstituer. La question était de savoir, et l'une des premières questions qui m'a été posée était de savoir, est-ce que je dois faire en sorte d'indiquer rémunération moins absence, parce qu'en réalité, bien évidemment, le salarié, de manière effective, n'a pas travaillé, et indemnisation de l'absence, ou bien dois-je avoir salaire de base, point. C'est la seconde solution qui doit être retenue. Pourquoi? Parce qu'elle va engendrer un certain nombre de droits absolus que n'aurait pas dans le système d'information une certaine indemnisation, parce qu'il aurait fallu qualifier l'indemnisation, ouvre-t-elle droit à la prise en compte dans l'ancienneté, dans les congés payés, etc., etc. Non, remettons au salarié un bulletin de paye comme s'il avait travaillé. Ça signifie par ailleurs qu'une fois avoir annulé les opérations liées à l'activité partielle, eh bien, j'établisse un bulletin de paye avec le salaire qu'il aurait perçu, qualifié de revenu d'activité, c'est-à-dire le régime social de droit commun qui est applicable, donc l'ensemble des cotisations que nous connaissons habituellement, la correction de la CSG, de l'assiette de prévoyance, qui ne peut plus être uniquement les indemnités d'activité partielle qui ont disparu puisqu'elles ont été annulées. Et puis examiner, alors si ce n'a pas été fait, si les choses ont été faites correctement dans le système d'information, c'est très bien, mais si les choses n'ont pas été faites correctement, réapprécier l'ensemble des droits qui en résulteraient en matière de congés payés, en matière d'IJSS, au cas où le salarié tomberait malade ultérieurement, des indemnités de licenciement, au cas où le salarié connaîtrait une rupture du contrat de travail, etc., etc. Donc c'est également, tant à la fois le bulletin de paye en tant que comportant la rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait qu'à travailler normalement, et à la fois, bien évidemment, l'ensemble des droits qui en découlent et qui sont attachés. À cela, nous avons un certain nombre de questions. Rétablir le salarié dans ses droits, parfois m'a été posé la question, notamment de savoir ce qu'il en était de la gestion du compteur RTT lorsque le salarié est en activité partielle. Il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse légale. Il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse légale pour la raison suivante, c'est que l'attribution de RTT est une des formes de réduction du temps de travail. Mon salarié continue à réaliser un temps de travail supérieur à la durée légale, en contrepartie, alors généralement entre 35 et 39, mais il n'y a plus d'obligation et de limite depuis la loi d'août 2008,
mais généralement entre 35 et 39. Et pour cette période allant de 35, cette durée allant de 35 à 39, j'attribue, selon les modalités fixées par l'accord instaurant l'attribution de RTT, j'attribue des RTT. Les modalités d'attribution sont réalisées conformément à ce que prévoit le texte. Ça signifie quoi? Ça signifie que la réponse en réalité se trouve dans l'accord de mise en œuvre de la réduction du temps de travail et dans les dispositions relatives à cette forme de réduction du temps de travail, c'est-à-dire par la voie de l'attribution de RTT. D'un point de vue légal, il n'y a strictement aucune règle. Donc c'est ce que dira cet accord qui permettra de savoir si je continue à alimenter ou pas le compteur. Je dirais que si on devait avoir une réponse générale, elle tient du fait que ce qui justifie, motive l'attribution de RTT, c'est que bien évidemment le salarié a travaillé plus de 35 heures. Si on devait prendre ce postulat-là, qui est en soi une réalité également, ça signifie que automatiquement, si le salarié n'a pas réalisé plus de 35 heures dans la semaine, il n'a pas le droit à des RTT. Mais encore une fois, la conformité de cette réponse hypothétique, même si elle a un fondement dans la réflexion, ne peut s'appuyer que sur l'examen approfondi, bien évidemment, de l'accord collectif instaurant ces RTT. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que si on rétablit bien évidemment le salarié dans ses droits, va se poser la question notamment de la valeur de sa rémunération. Alors quand il s'agit d'un salaire de base, pas trop de difficulté. Lorsque la rémunération est composée également de sommes variables, alors là c'est un point d'interrogation. Quelle aurait dû être la valeur de l'élément variable si le salarié avait continué à travailler normalement? D'une part, jurisprudence faite, constante, cette somme variable est due. Ça, c'est une première chose, on n'y échappera pas. Deux, la difficulté, c'est comment vais-je la valoriser? Le salarié n'a pas travaillé et il se trouve qu'elle est fonction de l'activité, donc de l'atteinte d'un chiffre d'affaires, de l'atteinte d'un niveau de production, de l'atteinte d'autres objectifs. Bref, il va falloir quand même que je valorise. Tant à la fois, la Cour de cassation nous dit, dans ces situations-là de suspension du contrat de travail, et lorsque la loi ou la convention collective ou l'accord d'entreprise l'exige, ça doit donner lieu également au versement de la part variable. Autant les juges le disent, autant il est pour l'instant extrêmement difficile de tirer de cette jurisprudence les modalités de valorisation. Ça, c'est une des questions qu'il va falloir que l'on pose. Si nous sommes amenés à traiter ces situations-là, c'est une question que nous retournerons auprès de l'employeur qui nous fait confiance pour comprendre exactement les modalités de calcul de ces sommes variables. S'il nous en donne quelques éléments, peut-on automatiser cette valorisation ou pas, et sinon, bien évidemment, ce sera une alimentation, mais individualisée des données variables. Le bulletin de paye doit être corrigé mois par mois, bien évidemment. On doit vraiment permettre aux salariés de justifier de ses droits pour toutes les périodes invalidées, lui permettant par la suite de faire valoir certaines demandes administratives, financières ou autres. Alors, ensuite, va se poser également la question des incidences sur des réglementations corrélaires. Première d'entre elles, bien évidemment, si rétablissement de la rémunération faite, elle se trouve éligible à la réduction générale de cotisation patronale, autrement dit réduction Fillon, il va falloir le faire. Donc ça veut dire que l'on va rentrer dans l'enchaînement des éléments de calcul cumulés mois par mois pour aboutir à un résultat qui est celui qui aurait dû être celui de l'entreprise au regard de la situation du salarié au moment où nous aurons été amenés à corriger, bien évidemment, les bulletins de paye. Et puis deuxième chose, on a évoqué également les heures supplémentaires structurelles, elles sont dues. Si je rétablis la rémunération, c'est la rémunération de base, c'est la juste valorisation des éléments variables, c'est également le fait de pouvoir payer les heures supplémentaires dites structurelles du salarié, dues en exécution de son contrat ou de l'accord collectif, mais c'est en même temps, puisque c'est l'employeur qui est à l'origine de la suspension du contrat de travail pour une mise en activité partielle, ce n'est pas le salarié, donc il ne doit pas perdre le bénéfice du paiement de ces heures supplémentaires structurelles, de la législation relative à leur exonération sociale et fiscale. Ça veut dire que bien évidemment, il va falloir
entre autres, bien évidemment, rétablir le salarié dans ses droits. Alors, imaginez en plus de cela que nous avons bien évidemment, pour la période dite d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, un niveau, vous le savez maintenant, d'exonération fiscale qui a été porté de 5 000 € à 7 500 €. Vous comprendrez aisément les difficultés, bien évidemment, de régularisation. Et elles sont encore beaucoup plus importantes parce qu'il faudra également réaliser ces régularisations pour les salariés qui éventuellement, dans le temps, ont quitté l'entreprise, ou le cas échéant encore, une régularisation qui aura lieu d'être faite sur une autre année que l'année concernée par l'invalidation, c'est-à-dire notamment à partir de 2021, 2022, 2023, etc. Si l'administration du travail poursuit ses contrôles, ou en cas bien évidemment de recours administratif, voire judiciaire, en contentieux, de décision définitive, mais qui, elle, ne sera rendue que dans les années prochaines. Et il faudra revenir sur l'année 2020 et le traitement et la gestion de ces périodes-là et refaire les bulletins de paie de manière rétroactive pour répondre aux incidences juridiques de ces décisions judiciaires, le cas échéant. Voilà les difficultés sur lesquelles nous nous penchons actuellement. Alors, les difficultés, d'abord parce que cela pose encore un certain nombre de questions, ça c'est la première chose, quoique nous en dégageons les solutions pour bon nombre d'entre elles, mais ça signifie dans le système d'information pouvoir l'adapter afin de pouvoir répondre à des situations massives. Si on est en présence de quelques centaines, voire quelques milliers de salariés pour lesquels l'activité partielle a été même partiellement remise en cause, cela conduit à la révision de cette période-là et donc de la situation même partielle du bulletin de paie pour le mois considéré. D'autres éléments, bien évidemment, en matière déclarative, que va-t-il se passer? Je réalise la correction de la paie. Je vais annuler toutes les déclarations en DSN au titre des périodes invalidées et je vais reformuler une déclaration, je vais redéclarer en DSN et bien évidemment la nouvelle paye pour chacune des périodes invalidées et la même chose pour les écritures comptables, annulation des écritures passées et enregistrement des écritures tirées des bulletins de paye corrigés. Sur l'obligation de remise du bulletin de paye, je vous ai mis ici les dispositions du Code du travail posant le principe, en tous les cas l'obligation de remise du bulletin de paye. C'est notre fameux article L 3243-2 du Code du travail. Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, c'est-à-dire en l'occurrence bien évidemment les salariés, une pièce justificative dite de bulletin. C'est ce texte qui nous oblige à remettre un bulletin de paye, à le produire, à le remettre. Et puis alors la seconde partie, à moins d'incidence, il ne peut exiger aucune formalité de signature d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. C'est ce texte qui constitue la remise obligatoire du bulletin de paye sur, bien évidemment, ce qui nous conduit à vous accompagner dans l'établissement du bulletin de paye, sa production et la remise, modalité de remise du bulletin, et bien évidemment nous oblige à rétablir un bulletin de paye conformément à la législation, puisqu'on nous avons eu, le cas échéant, j'espère que nous n'en connaîtrons pas beaucoup, et le moins possible sera le mieux, des invalidations de période d'activité partielle. Voilà Catherine, sur cette partie-là, y a-t-il des questions? Alors, on a une question, oui. Lorsque l'activité, alors c'est des sujets qui étaient abordés un petit peu plus tôt. Oui. Lorsque l'activité s'est affaiblie et que certains salariés travaillent et d'autres non, doit-on répartir le travail sur tous les salariés et donc l'activité partielle aussi, quand on est dans un cadre de l'activité partielle réduite? Alors, avant les dispositions qui ont permis, et c'est une ordonnance, me semble-t-il, du mois de mai, ayant permis l'individualisation de l'activité partielle, la réponse aurait été non. Désormais, elle l'est depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Je note la question, Catherine, parce qu'il faut que j'examine, je l'ai plus à l'esprit, si elle a un effet rétroactif également depuis l'entrée de l'état d'urgence sanitaire.
et donc son individualisation éventuelle. En tout état de cause, si c'est pour des périodes présentes ou à venir, on peut effectivement individualiser le recours à l'activité partielle. Y a-t-il d'autres questions, Catherine? Oui, alors après, c'est par rapport à la correction des bulletins. Comment Oui. se passe en pratique la correction des bulletins de paye mois par mois? Alors ça, c'est tout le travail que nous sommes en train de réaliser et sur lesquels j'accompagne mes collègues de la R&D sur la façon. Donc les choses sont en cours de réalisation dans le système d'information. Ce sont des modalités sur lesquelles nous reviendrons vers vous dès que l'ensemble des études auront abouti, ou en tous les cas une grande partie d'entre elles, parce que bien évidemment, il y aura peut-être des questions sous-jacentes qui seront posées par le rendu et le compte rendu des observations faites par l'administration du travail. Ensuite, on fera bien évidemment une annulation mois par mois dans le système d'information pour ensuite réintroduire pour la période considérée, une fois que nous aurons identifié le mois, annulé l'opération de paye du fait de l'invalidation de l'activité partielle, rétablir, puisque la période sera identifiée, rétablir le bulletin de paye correctement. Ensuite, tout le processus et la collaboration avec les clients sera établi par une communication dédiée. Donc pour l'instant, je ne m'avance pas plus sur le schéma opératoire. Toutes ces informations-là vous seront délivrées si vous êtes concerné par une information dédiée à ce sujet-là. Catherine, d'autres questions? Merci Abdel. Non, tu peux poursuivre. Après, ce sont des questions un peu plus individuelles, donc on répondra D'accord, très bien, par parfait. mail. Nous répondrons. Très bien, parfait. Très bien. Alors, dernier point, c'est juste un rappel des évolutions au 1er juillet 2020. Alors, deux d'entre elles. La première, c'est la suppression de la majoration IJSS pour familles nombreuses. Vous savez que donc jusqu'au 30 juin, jusqu'à encore quelques jours, lorsque la durée de l'arrêt maladie est supérieure à 30 jours, à compter du 31e jour, si le ou la salariée malade et a également au moins 3 enfants à charge, donc dite situation de famille nombreuse, le taux d'IJSS à compter du 31e jour est porté non plus à 50%, mais à 66-66, donc les 2/3 du taux journalier de référence. Cette majoration et 2/3 est supprimée. Elle a été portée par le projet de loi de financement de sécurité sociale et nous l'avons évoqué lors d'une réunion que nous avions faite en décembre dernier, ou en tous les cas portée en tous les cas sur la lettre d'information pour cette période-là. Donc, à compter du 1er juillet, ça ne l'est plus. Alors, attention, ça ne l'est plus pour les arrêts de travail qui débutent au plus tôt le 1er juillet 2020 ou dont la durée de 30 jours consécutifs n'est pas atteinte. Donc si l'arrêt de travail débute au plus tôt le 1er juillet, pas de majoration. Si l'arrêt de travail en cours n'a toujours pas atteint 30 jours, donc je n'ai pas généré cette majoration-là, il n'y aura pas de majoration non plus. Par contre, bien évidemment, vous aurez compris que ceux qui, au 30 juin, ont bénéficié de la majoration, continueront à la percevoir à partir du 1er juillet, et donc au-delà du 30 juin. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est le droit à congé supplémentaire pour décès d'un enfant. Nous l'avions évoqué dans un flash info de février 2020. La loi auquel je vous renvoie, donc volontairement je ne l'ai pas évoqué ici, vous voyez que les publications des dispositions légales, voire réglementaires, les publications sont assez tardives puisque ça a été publié au journal officiel du 9 juin dernier. Donc je vous rappelle que l'arrêt de travail pour événement familial du fait du décès d'un enfant a été prolongé, notamment pour le cas du décès d'un enfant de moins de 25 ans. Ça, c'est une première chose. Et par la même, sinon plus de 25 ans, le salarié en bénéficie, mais c'est la durée habituelle. Et le salarié bénéficie également d'un congé financé par la sécurité sociale, enfin partiellement financé par la sécurité sociale, d'un congé supplémentaire dit de deuil pour enfants, congé pour deuil, de 8 jours à prendre dans un délai d'une année et fractionnable. Au cours de ce congé dit de deuil,
l'employeur le salarié, pour rappel, doit en informer son employeur 24 heures à l'avance de la prise du congé. Ça peut être assez court éventuellement, mais voilà, c'est un droit qui est laissé aux salariés. 24 heures avant, l'employeur maintient le salaire, déduction faite des IJSS que percevra le salarié et éventuellement, bien évidemment, ici, l'éventualité d'une subrogation. Et ce sont des IJSS calculés selon le mode de calcul des IJ maternité. Bon, voilà ce qu'il en est pour ce cas-là. Et alors, pourquoi c'est le 1er juillet? Parce qu'il s'agit d'un droit qui peut être activé pour tout décès survenant à compter du 1er juillet prochain. Alors, à suivre également la baisse du taux allocation activité partielle de 70 à 60%. Alors, entendons-nous bien, parce que la confusion, j'ai pu voir ici ou là, est souvent faite. Il ne s'agit pas de l'indemnisation du salarié dont le taux demeure à 70%. Et je dirais heureusement, nous avons eu quand même beaucoup à faire pour stabiliser le dispositif et la détermination du taux d'allocation et son assiette et les éléments à prendre en compte selon les différentes situations rencontrées. Le taux demeure à 70%. Ce qui est réduit, c'est le taux de l'allocation, c'est-à-dire du montant remboursé par l'État et cofinancé par l'UNEDIC, qui lui est ramené à 60%. Alors, deux situations. Il y a, sauf certains secteurs d'activité, alors la liste est conséquente, hein, donc volontairement pour éviter de surcharger le support, mais quand il vous sera adressé, on pourra bien évidemment compléter le sujet et y consacrer une diapo ou quelques feuilles. Certains secteurs d'activité alors pour certains secteurs d'activité, on maintiendra à 70%, ou pour d'autres, lorsque la chute d'activité est au moins égale à 80%. La chute du chiffre d'affaires est au moins égale à 80%, et donc dans ce cas-là, on maintiendra également 70% du remboursement par l'État. Sinon, dans tous les autres cas, à compter de toutes les périodes d'activité partielle ayant débuté au 1er juin 2020, eh bien évidemment, le montant du remboursement sera de 60% et pas de 70%, mais ce sont également en même temps des périodes qui seront traitées en paye du fait du décalage de recueil à partir du mois de juillet. Voilà sur ces informations-là. Pour ma part, j'en ai terminé. Catherine, des questions peut-être? Non, nous n'avons pas d'autres questions sur cette dernière partie. D'accord, très bien. Alors, excuse-moi, il y en a juste une qui vient d'arriver. Oui, je t'en prie. Concernant le décès d'un enfant, il y a un jour de congé supplémentaire à partir de quand? Alors, je ne sais pas si tu as précisé que c'était un jour de congé supplémentaire. J'ai dit que ces nouvelles mesures concernent tous les décès survenus depuis à partir du 1er juillet prochain. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Et les 8 jours aussi, les 8 jours. Bien sûr, tout à fait. L'ensemble du dispositif, c'est-à-dire allongement de la durée pour événement familial inscrit dans le code du travail pour les enfants de moins de 25 ans. Si l'enfant est un âge supérieur à 25 ans, c'est le nombre de jours que nous connaissons déjà, qui lui demeure inchangé. Il y a juste un allongement si l'enfant a moins de 25 ans. Et le droit à ce congé de deuil, qui est financé pour partie par la sécurité sociale, et donc de 8 jours éventuellement fractionnel, à prendre dans une limite de durée d'1 an, c'est également pour tout décès survenu ou qui surviendrait à partir du 1er juillet prochain. Okay, merci. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que l'on peut clôturer la session. Très bien. Ben, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre participation à toutes et à tous et de la confiance que vous nous témoignez en étant toujours aussi nombreuses et nombreux à cette session. N'hésitez pas, bien évidemment, à compléter le chat pour des questions qui seraient effectivement liées à votre situation et auxquelles nous bien évidemment, nous tenterons de répondre. Catherine va les répertorier pour qu'on puisse vous faire un retour. Et nous vous souhaitons bien évidemment une bonne continuation dans l'ensemble de vos activités et une excellente fin de journée. Je vous remercie grandement. Bon courage à tous et à très bientôt, je l'espère. Catherine, quelques mots peut-être si tu veux. Merci à tous et donc à très vite. À très vite, merci bien, au revoir.